Merci, chers consoeurs et chers confrères. D'abord, comme vous le avez l'habitude, je vais vous faire un petit extrait d'une intervention qui sera beaucoup plus longue sur le site de façon rédigée et avec beaucoup d'annexes. En entreprenant une étude sur les textes de chansons écrits par des femmes, voici 5 ans, je ne me doutais pas que le sujet allait s'inscrire dans un débat désormais sensible. C'est pourquoi j'ai voulu vous proposer ce point d'étape dans un travail à long terme. Le rapport entre qualité et quantité dans l'évolution littéraire s'est en fait posé sous un angle particulier dans la chanson. D'une part, parce que la présence féminine, quoique modeste, a souvent été supérieure à la moyenne. D'autre part, parce que dans ce genre jugé frivole, a longtemps été décrié par la critique. La conclusion était simple, les femmes ont davantage pratiqué parce qu'il était moins technique. Anna Ben-Goulet, qui a ressuscité en 2004 le répertoire du XVIIe siècle, liait ainsi la présence non négligeable d'écrivains féminins à l'expansion des petits genres poétiques, divertissements mondains plus faciles à pratiquer. Cela m'a donné envie d'écouter les avis discordants et de m'interroger sur les critères de qualité définis par les théoriciens de l'époque. Je me suis donc posé 3 questions que je vous soumets ici. Quelle est la place des femmes dans l'écriture des paroles? Quels sont les critères de qualité qui leur ont été appliqués? Quelles sont les barrières idéologiques qui ont restreint leur domaine d'écriture? Une enquête à la fois statistique, donc, critique et sociologique, qui débouchera sur une 4e question. Y a-t-il eu chez certaines parolières une spécificité féminine? Cette étude se cantonnera dans un premier temps, que celui d'aujourd'hui, au XVIIe, XVIIIe siècle. Je suis en train de la poursuivre jusqu'à nous. Dès les origines de la chanson moderne, il n'est pas rare, dit-on, que les femmes fassent en des jargons fort nets chansons, indigo et sonnets. C'est ce que reconnaît une gazette en rime du XVIIe siècle. En effet, en 5 ans, j'ai déjà identifié 2008 parolières, occasionnelles ou régulières, pour le seul domaine français. De grands écrivains ne dédaignant pas de prêter leur plume à ce genre jugé mineur, on ne s'étonnera pas d'y trouver 5 de nos consoeurs académiciennes. Je n'ai pas regardé si nos confrères écrivaient aussi des chansons, mais nous avons eu 5 consoeurs qui en écrivaient. Cette communication se concentrera sur les parolières de langue française durant les 2 siècles de l'époque classique, où la chanson n'est effectivement qu'un divertissement, elle deviendra un art avec Béranger au XIXe siècle, qui s'inscrit dans une activité sociale sans lieu spécifique, sans temps spécifique pour sa diffusion publique. Le cabaret chantant et le music-hall en donneront au XIXe siècle. Sa sociabilité, est surtout masculine. Il faut se demander comment les femmes ont pu y conquérir leur place, puis la perdre, pour quelles raisons, et comment on les a assignées à une sociabilité spécifique qui les excluait de facto de la réhabilitation de la chanson au XIXe siècle. La première et la plus importante partie de mon enquête a donc été quantitative. La proportion de parolières est en effet bien plus importante que dans la production littéraire générale, même si elle reste minoritaire. Pour ne pas encombrer cet exposé et me concentrer sur l'aspect qualitatif, je ne vous soumettrai ici que les éléments les plus significatifs de mes statistiques sur 4 périodes clés des XVIIe au XXe siècle. Pour le XVIIe siècle, les résultats sont biaisés du fait d'un large recours à l'anonymat et de la multiplicité des auteurs pour certaines chansons. Dans les années 1658-1684, sur 1715 chansons examinées, seules 565 sont exploitables. On y trouve alors une proportion importante de femmes, 12,94%, qui ont écrit les paroles de 12,75%
des nombres élevés. Si on se rappelle que la présence féminine dans les livres publiés en français n'atteint pas 2%, et qu'il faut attendre la fin du XXe siècle pour dépasser la barre de 10%. Certes, les statistiques globales englobent des domaines scientifiques, théologiques, où la présence féminine est quasiment inexistante, mais il y a bien une spécificité du texte chanté qui n'a pas échappé aux critiques. Notons d'ailleurs que, selon les recueils concernés, la présence féminine est plus ou moins forte et peut atteindre 16%. Nette diminution, en revanche, au XVIIIe siècle. Dans la décennie de 1780, sur 2304 chansons, les femmes représentent 9,12% des auteurs et 3,85% des textes. La moyenne est alors de 1,62 chansons par femme, avec un maximum de 7 chansons pour la plus prolifique. Un siècle auparavant, la moyenne était de 3,27%, avec un maximum de 21 chansons pour une seule femme, pour les publications en recueil collectif, et 56 en recueil individuel. Vous voyez la chute au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, la chanson se professionnalise avec la création de la SACEM, l'apparition du café-concert et du music-hall. Dans le premier catalogue de la SACEM, effectivement, en 1866, sur 8049 chansons, la proportion de femmes chute encore. Dans le nombre d'auteurs, 6,64%, et surtout dans le nombre d'œuvres, 2,41%. Il s'agit alors d'auteurs qui tirent tout ou partie de leurs revenus, de leur droit d'auteur, ce qui change leur profil. Tout se passe comme si la professionnalisation de la chanson avait entraîné une masculinisation accrue de cette fusion. Pourtant, au même moment, les interprètes sont de plus en plus souvent des femmes. La prépondérance des femmes dans l'interprétation de chansons écrites par les hommes tient en partie à la sexualisation du corps féminin dans le monde du spectacle. La fin du XXe siècle voit le nombre de femmes croître fortement, en partie du fait que les interprètes deviennent aussi auteurs et compositeurs. Un coup de sonde sur l'année 1968 m'a permis d'effectuer une recherche exhaustive sur un corpus restreint, 1525 notices. On y note une plus forte proportion de femmes, 15,17%, et de chansons écrites par elles, 12,15%. Ces statistiques, cependant, sont trompeuses. Le type de chanson n'est pas le même et les contextes sont différents. Rien à voir entre le divertissement de grandes dames au XVIIe siècle et les bluettes ou les scies à la mode au XIXe siècle. Le type de chanson donc n'est pas le même, l'approche qualitative, époque par époque, voire au cas par cas, est donc nécessaire. Ce sera donc mon deuxième point. J'ai été assez vite sur les statistiques, je vais vous en poser le détail dans la communication écrite. Mon deuxième point, donc, sur la qualité, va se limiter aux 2 siècles de l'époque classique. Ce critère de qualité est d'ailleurs déterminant dans les reproches qui ont été adressés aux femmes dans la littérature en général, dans la chanson en particulier. L'opposition qui m'a servi de titre et qui a un peu aiguisé votre curiosité vient en effet d'un dictionnaire de 1768. Les définitions de chansonnier et de chansonnière sont similaires, celui qui fait les chansons, celle qui fait les chansons. Mais les exemples qui les illustrent trahissent le préjugé répandu: c'est un excellent chansonnier, c'est une aimable chansonnière. Aux hommes, la perfection technique, aux femmes, le charme qui excuse l'amateurisme. Les jugements des contemporains sont hélas de la même eau. Saint-Simon vante les chansons si parlantes et si plaisantes de Madame Boussole. D'abord, les petites pièces charmantes de Madame Bergeau. Madame Charlemagne, après avoir demandé l'avis d'un ami, trouve en marge de ses compositions les notes suivantes. Ces 3 couplets sont charmants. Comme ceci est joli et naturel. Cette petite pièce bien jolie est faite avec facilité. Joli, charmant, plaisant, naturel, facile. Ce sont les
compliments que l'on adresse aux amateurs et qui, chez les hommes, passeraient pour dédaigneux ou condescendants. La cause est entendue. Les chansonnières sont nombreuses parce qu'une pratique amatrice est plus à l'aise dans une forme moins exigeante. Ce n'est pas aussi simple. Avant de conclure, interrogeons-nous sur les critères de qualité de l'époque. La chanson féminine s'est en effet constituée autour de 1650 dans les salons qui redéfinissent les règles de la morale et du bon goût. Nos chansonnières, Mademoiselle Scudéry, Madame de la Suze, Madame Théoulière, furent avant tout des salonnières. Comme leurs invités, elles composent, récitent ou chantent dans ces réunions mondaines. Dans une production encore largement dominée par les chansons satiriques, bachiques ou grivoises, les femmes inventent alors un genre spécifique dans lequel elles brillent, l'air sérieux. Elles s'y libèrent à la fois des contraintes de la morale et de celles de la métrique. Le Mercure galant, fondé en 1672, s'adapte explicitement au goût des femmes, car, dit-il, je cite, « Comme ce sont elles qui font réussir les ouvrages, ceux qui ne trouveront point le secret de leur plaire ne réussiront jamais. » D'emblée, le Mercure publie des chansons. Par cette revue, par le salon, par l'édition en livre, les femmes ont alors de vrais débouchés pour leur production et un préjugé favorable en matière de goût. Mais qu'en est-il de la technique? Prenons l'exemple de la plus célèbre poétesse et parolière de son temps, Henriette de Coligny, comtesse de la Suze, qui écrit dans les années 1650 et publie en recueil dès 1663. Cette descendance de l'amiral de Coligny fut étourdie d'éloges durant tout un siècle et pas uniquement par flatterie. Son art, que reconnaît-on à Madame de la Suze? Je cite la passion de ses élégies, selon Madeleine de Scudéry, son art de la galanterie, pour Gabriel Guéret, l'art d'écrire avec tendresse, d'après Charleval, son génie de la poésie, dixit Louis Maurier. Du génie, carrément. N'oublions pas qu'à dans le romantisme, ce mot désigne pour l'Académie l'inclination ou disposition naturelle ou le talent particulier d'un chacun, et que la poésie est un terme général dont la partie technique est la versification. Le préfacier de 1725 de Madame de la Suze établit clairement ces nuances. Quoique née avec un génie si puissant pour la poésie, Madame de la Suze ne put jamais enchaîner la rime. Elle digérait ses pensées, elle les exprimait poétiquement, mais pour les rimer, il fallait qu'elle employât un secours étranger, et en l'occurrence masculin. Elle est alors morte depuis un demi-siècle. L'éloge qui perdure n'empêche pas la critique. Mais surtout, la chanson féminine n'a plus, en 1725, l'aura qui l'entourait du temps des salonnières. Il faut, pour comprendre les éloges sincères, j'insiste, dont jouit la comtesse de la Suze, interroger les théoriciens du temps. Bernard de Bassilly ainsi ne tâche pas d'éloges sur notre chansonnière, qu'il publie dans plusieurs recueils collectifs. Elle a, dit-il, damné le pion, non seulement aux poètes et à la douzaine, mais aussi à ceux qui ont quelque réputation sur le Parnasse. Elle a trouvé le secret d'accommoder les paroles aux airs et a su si bien marier l'un à l'autre qu'il semble que dans ce mariage, on n'aurait pas su faire autrement tant cela paraît naturel. Il pointe ainsi ce qui fait la qualité d'une chanson. Non pas la perfection technique, mais l'adéquation entre la musique et le texte. Depuis 40 ans, je m'intéresse aux codes qui permettent à chaque époque d'objectiver les sentiments, les jugements qualitatifs, la pudeur, le sentiment amoureux, les stéréotypes sur les genres, sur les poissons, etc. En l'occurrence, Bassilly est à ma connaissance le premier qui tente de définir la spécificité de la chanson par rapport à la poésie. Il ne s'agit pas simplement de vers chantés, mais d'un art d'accommoder des paroles aux airs avec naturel. Naturel, rappelons-le, c'est le secret du génie, cette disposition naturelle selon l'Académie. Sans relancer le débat sur l'homme culture et la femme nature, c'est bien une opposition entre talent et génie qu'il s'agit. À la femme, le génie de la poésie, à l'homme, l'art d'enchaîner les vers.
Mais n'oublions pas la nuance, cela paraît naturel, ce qui n'exclut pas un long travail. Quant à l'accord entre parole et musique, c'est alors une réflexion constante, chez les hommes comme chez les femmes. Autrefois, il écrit aussi Bassili, l'on ne faisait consister la manière de chanter que dans les traits du chant, sans avoir égard aux paroles. Mais à son époque, le chant est parvenu à une plus grande finesse esthétique. Certes, il a une certaine facilité, comme celle d'exprimer un tremblement de terre par un long lyrisme, d'élever la voix sur le ciel ou de la baisser sur nos terres. Puérité qu'il condamne et que l'on retrouve effectivement dans la musique de son temps. Mais chez les femmes, poursuit-il, ce jeu est plus subtil. La comtesse de la Suze, en particulier, s'est attachée seulement à la rime, conformément aux cadences de l'air, auxquelles il a fallu s'assujettir. Ainsi, la plupart de ces vers ne sont pas proprement vers, mais seulement de la prose rimée. Fin de citation. L'usage de ce qu'on appelait alors les vers libres, dans le sens de mètre régulier, mais d'une égale longueur, est en effet caractéristique des chansons. Bien sûr, les hommes y vont aussi recours, aussi bien d'ailleurs en poésie que dans la chanson. La Fontaine est un bel exemple. Mais la chanson semble alors le domaine privilégié de la liberté métrique, à tel point que le Mercure galant, fondé sur la participation d'amateurs, doit imposer cette première règle en 1678. On prie ceux qui envoient des chansons qui ont un second couplet d'observer qu'il ait la même mesure que le premier. Négligence de la part d'auteurs amateurs, sans doute. Mais à l'époque, l'alternance de vers de différentes structures fait l'objet d'un débat brûlant. À ceux qui les dénoncent comme de la prose rimée, un certain Lafebvrerie objecte leur difficulté, qui décourage les novices. C'est, dit-il, un arrangement concerté qui forme une excellente harmonie où le poète et le lecteur trouvent un délicieux repos. C'est pour cela que cette poésie est si propre à la musique, mais il est fort peu de poètes qui en sont capables. Et de louer alors deux chansonnières, la comtesse de la Suze et Madame Desloulières. C'est d'ailleurs la deuxième seconde que va sa préférence. Madame de la Suze, selon lui, s'étant un peu trop assujettie aux règles austères de l'art. Madame Desloulières, à l'inverse, sans n'avoir fait les vers qu'en se jouant. Malgré sa maîtrise de la métrique, on voit dans ses écrits une modestie, une simplicité qui conviennent à une personne de son sexe. C'est ce qui l'obligea à choisir des vers libres comme plus conformes à son génie et plus propres à cacher son travail et son étude. Entre admiration sincère et préjugés misogynes, on peut donc reconstituer la logique de la qualité dans la poésie chantée de la seconde moitié du XVIIe siècle. L'accord entre texte et musique, nécessitant le recours aux vers libres, la chanson convient aux femmes, moins assujetties aux règles strictes de la métrique. Cela demande un génie particulier, un don de la nature, donc, qui n'est pas sans travail, mais qui parvient à le dissimuler sous une apparente simplicité. Cette dissimulation convient donc à la modestie naturelle attribuée à la femme. Vouloir imiter les hommes est contraire à la dignité d'une femme de qualité. C'est également une manière de projeter indûment l'opposition des sexes sur le vieux débat de la qualité littéraire entre rythme et métrique, goût et respect des règles, liberté et rigueur. Un deuxième critère de qualité nous renvoie aussi au débat de l'époque, sinon aux stéréotypes. Il concerne le choix du vocabulaire. Les mots extraordinaires ou qui ne sont pas connus ne conviennent pas à la chanson française, alors que dans la chanson italienne et dans la haute poésie, on s'en connaît très bien. Il faut éviter les paroles empoulées, les mots rudes, sans pour autant tomber dans le mot clat. Un équilibre délicat où le bon sens doit prévaloir. Il ne faut pas chercher à briller par une pointe ou une équivoque, même consigne dans le Mercure galant, aussi, comme ces sortes d'ouvrages sont courts, ils doivent être polis, et n'avoir pas de mots trop rudes pour être chantés. C'est aussi ce que la Lafebvrerie aime chez Madame Desloulières. Elle a le style pur, élégant et poli. On connaît la version de la poésie
classique pour les enflures baroques et les mots pompeux. La simplicité est dans la logique du naturel, mais elle a ses dangers, en particulier un ordre en passe, et bien vite, Jean-Baptiste Rousseau trouve chez Madame Deslières une facilité languissante, une fadeur molle et puérile. Si l'on considère que le XVIIIe siècle a mis à l'honneur la pointe d'esprit et la chanson spirituelle, riche en pirouettes et culminant sur une pointe brillante, on peut ici aussi penser que les règles masculines l'ont emporté, reléguant les critères de la chanson féminine au rang de mièvrerie. On en trouve confirmation dans un curieux manuscrit des années 1760. Il s'agit d'un recueil tenu par Madame Choart, femme d'un receveur général des finances, pour égayer les séjours de sa famille au château de Magny. Une poésie de convivialité, donc, qu'elle confie à un ami auteur qui la commente dans ses âges. Les textes sont de Madame Choart, mais aussi de son mari ou quelques invités. Dans tous les cas, il s'agit d'une production d'amateur, donc que le critique souligne comme telle, avec les termes convenus, charmant, plaisant, joli, naturel, mais il lui arrive de donner un avis plus circonstancié, et c'est là que ça m'intéresse. Exemple. On ne peut s'ennuyer du style des dames lorsqu'elles ressemblent à celui-ci, car sans flatterie, celui des hommes n'a pas cette délicatesse, cette touche sentimentale, leur érudition est souvent pesante. Pardon. Derrière le compliment, on retrouve l'opposition entre la femme guidée par son cœur et l'homme maître de sa raison. Le terme « penser » revient 3 fois pour qualifier les rares productions des hommes et une seule fois pour Madame Choart. De fait, assez régulièrement, il y reproche des inconséquences dans le raisonnement. Et pourtant, lorsqu'elle reconnaît elle-même que, je cite, les hommes seuls ont droit aux ouvrages d'esprit, je suis femme, maîtresse, cela fait mon excuse, sans chercher à briller en disant je m'amuse, le commentateur proteste vivement que les femmes ont autant d'esprit que les hommes. C'est tout à son honneur, sans doute, mais c'est reconnaître que la poésie que les femmes ont voulu plus libre, plus simple, plus naturelle, est sortie du mode. Pourquoi cet échec à faire valoir leur conception de la qualité, malgré les efforts des théoriciens? Peut-être parce que la modestie qu'elles entendent respecter dans les paroles les retient aussi de publier. Toute activité professionnelle est susceptible de dérogeance. Les femmes, mais aussi les ecclésiastiques et les grands seigneurs, s'abritent par précaution derrière le prétexte du divertissement. La plupart de nos chansonnières ne confient leurs chansons qu'à des revues ou des recueils collectifs. Celles qu'elles publient en livre feignent de se les être fait voler. On connaît l'agacement de Madame de Genlis devant les préjugés encore vivaces de son temps au début du XIXe siècle. On sent combien il serait avantageux à la société de décider une femme qui aurait fait un beau poème à tricoter le reste de sa vie au lieu d'écrire. Fin de citation. Ainsi, Madame Choart de Magny n'a jamais dépassé le stade du manuscrit personnel que l'on montre des amis. Elle a eu 22 enfants. Toute l'époque classique vit sous la maxime de Pierre de Changis, dans une assemblée de gens savants, comme nous. La jeune fille cherchera à être comme l'inconnu, la vue baissée, pudibonde et craintive. Si la qualité est devenue masculine, c'est par l'écrasante majorité des productions publiées. Ma troisième approche, après la quantité et la qualité, sera donc sociologique. Il faut en effet admettre que les thèmes traditionnels des chansons égratignent la conception alors intransigeante de la pudeur féminine. L'amour, c'est le principal, une femme ne peut pas se déclarer la première. La boisson, le spectre de l'ivrogniesse est tout de suite présent. La satire, la femme doit être douce et modeste. Les femmes qui osent sauter le pas, parler d'amour, de boisson, de satire, ont une relative indifférence à leur réputation. Interrogeons-nous un moment sur ces 3 domaines de prédilection de la chanson. Notons d'abord que l'époque où se développe la chanson féminine, très largement, est un temps d'instabilité politique, dont profitent les femmes pour revendiquer quelques libertés. Lors de la Fronde, nous sommes dans les années 1650,
Elles prennent parti par leur discours, leur action diplomatique, leur argent, et parfois même les armes à la main. Comment s'étonner que la satire féminine naisse à cette époque, avec une virulence digne de la production masculine? Cela commence dans le Petit Peuple. En 1649, paraît une chanson des barricades de Paris, composée par 6 arrangères, réunies avec une marchande de sel pour boire un coup et discuter des affaires de ce temps. Bien sûr, on peut exclure que l'attribution à des femmes soit un artifice littéraire, mais les mémorialistes connaissent bien ces satiristes féminines, dont ils parlent sur leur sensibilité avec admiration ou avec mépris. Elles sacrifient surtout à la mode de l'époque de l'épigramme chanté. L'épigramme qui ruine la réputation de leurs victimes n'hésite pas aux allusions parfois écriardes, voire scatologiques. La plus redoutable à ce jeu est Madame la Duchesse, Louise Françoise de Bourbon, que Saint-Servon surnomme la sirène des poètes, sirène parce qu'elle chante admirablement et parce qu'elle est mortelle pour ses ennemis, et même pour ses amis. Elle était, nous dit-il, féconde en chansons les plus cruelles, dont elle affublait gaiement les personnes qu'elle semblait aimer. Elle partage cette passion avec la marquise de Boussole, qui ne faisait pas moins de chansons bien aînées qu'elle. L'une était fille légitimée de Louis XIV, l'autre nièce de Colbert. Elle pouvait se permettre des écarts qui eussent été fatals et de moins bien nés. Ce qui nous intéresse, c'est leur rapport à la féminité, dans le regard des contemporains. Madame de Boussole, nous décrit Saint-Simon, était déjà fort montée en reine et très laide quand elle épousa un marquis, faute d'avoir séduit un duc. La laideur revient périodiquement dans les descriptions de chansonnières et les éloigne, bien entendu, de l'idéal féminin. En quoi cela nous intéresse-t-il de savoir que Madame de Villedieu n'était pas belle? Sinon à montrer qu'elle, je cite, ne possédait pas tous les avantages de son sexe, mais possédait tous ceux de l'autre. La laideur physique ne fait d'ailleurs que matérialiser la laideur morale. La duchesse de Bourbon était méprisante, moqueuse, piquante, incapable d'amitié et fort capable de haine, et alors méchante, fière, implacable. Le vocabulaire devient guerrier. Lorsqu'elle adresse des chansons à la princesse de Conti, son belle-sœur, celle-ci est au désespoir de n'avoir pas les mêmes armes. Or, la femme ne combat pas. Madame de Saint-Onge elle-même, à la verve parfois caustique, reproche à sa muse de ne pouvoir répondre à des propos railleurs. Les armes à présent vous tombent de la main et votre caquet féminin n'est pas propre à la défensive. La femme ne peut donc se risquer dans le domaine de la satire sans renoncer à son sexe. Selon une anecdote apocryphe, Louis XIV aurait surnommé sa fille, excusez-moi, la muse merdeuse, et lui aurait défendu de faire des chansons sous peine de ne plus paraître dans sa présence. Lorsqu'elle meurt, en 1743, la chanson satirique n'est déjà plus pratiquée par les femmes. Dans le deuxième domaine de prédilection de la chanson à boire, le paysage est un petit peu différent. La production féminine n'est pas négligeable au XVIIe siècle. La championne de Madame de Saint-Onge, sur ses 98 chansons, près de la moitié, 46, sont des chansons bachiques. En revanche, il n'y a qu'un seul poème bachique sur 280. La poésie enchantée est réservée à des sujets sérieux. Au XVIIe siècle, la femme qui boit fait scandale, mais il n'est pas rare d'en croiser dans la meilleure société. La marquise de Richelieu s'enivre seule, certes, mais la duchesse de Bourbon avec ses filles. Madame Berry sirote de l'eau de vie, Madame de Montespan tient bien l'alcool, à la différence de la princesse de Conti, qui en est morte. Quant à notre chansonnière, elle semble avoir mené une vie mondaine, aussi, dans la convivialité de la bonne société de Savigny, où elle célébrait, avec une crânerie peu habituelle dans la littérature féminine du temps, les prestiges de Bacchus et de la Vénus cabaretière. Pourtant, à la même époque, les moralistes commencent à sévir contre l'ivrognerie féminine. Comment dès lors concilier la joie de vivre et la réputation? Par le personnage mis en scène. Excusez le promo qui va suivre, mais une discipline créée en 1995 par Stéphane Hirschi, la cantologie,
a introduit les thèmes de canteur et de cantrice correspondant au narrateur et à la narratrice du récit. Je les emploie parce qu'ils sont bien pratiques. Une cantrice n'est pas nécessairement une narratrice de chanson des camps, n'étant pas un récit. Et en l'occurrence, on se rend compte que sur les 46 chansons bachiques de Madame de Saintonge, 39 sont à la première personne. Mais il n'y a qu'une seule cantrice, qui d'ailleurs ne boit pas, mais adresse des reproches à son amant du buveur. Dans l'écrasante majorité, le canteur est masculin, 22 chansons, ou d'un sexe indéterminé, 16 chansons. Celle qui n'a pas honte de boire en compagnie ne met donc en scène aucune femme qui boit. Lorsqu'elle chante, elle s'agrège à une communauté masculine. A l'inverse, dans la chanson d'amour, les cantrices sont à égalité avec les canteurs 16 sur 32, 50%. Il y a donc bien une spécificité de la chanson à boire. Voilà qui nous introduit dans le troisième domaine de la chanson légère, la galanterie. La chanson d'amour s'écrit le plus souvent à la première personne et la fille ne peut décemment se déclarer un garçon. Les chansonnières ne manquent pas de s'en plaindre, comme Élisabeth Droyet, femme d'un président aux enquêtes d'un parlement de Toulouse. Impitoyable loi d'un sexe malheureux, que tu me fais souffrir du tourment rigoureux. Tircis se plaint de mon indifférence, hélas que ce berger a peu d'expérience. S'il savait lire dans les yeux, il verrait bien qu'il est plus heureux qu'il ne pense. On peut s'étonner que le recours au canteur ne soit pas aussi systématique que pour le couplet bachique. En fait, et toujours chez Madame de Saintonge, la différence est nette entre poésie et chanson. Les protagonistes des poèmes d'amour écrits à la première personne du singulier sont des hommes, à 80%, alors que dans les chansons, canteurs et cantrices sont en stricte égalité, 50%. L'expression de l'amour au féminin semble donc plus facile dans les chansons que dans les poèmes, étant entendu que les personnages sont conventionnels, les bergères plus souvent, ce qui interdit toute identification du canteur à l'auteur. D'autres conventions doivent alors intervenir pour ménager la pudeur féminine, en général par l'allusion et le sous-entendu, qui peuvent avoir plus de force que l'expression directe. Je ne m'étendrai pas trop sur cette question. Et pourtant, dans le domaine sentimental, voire sexuel, les chansons de femmes ont parfois d'étonnantes hardiesses, en particulier lorsqu'il est question des hommes. C'est sans doute la partie la plus originale de leur production qui offre un autre regard sur l'époque classique. Ce sera ma quatrième interrogation. Y a-t-il, dans quel cas, une spécificité de la chanson féminine? On peut d'abord penser aux poèmes qui s'en prennent, et cruellement, à ces messieurs. La princesse de Ponty raille ainsi les hommes qui barbouillent les murs de graffitis phalliques prétentieux. Oh, la malheureuse canaille! Ce ne sont que traîtres maudits de les peindre de si grande taille et de les avoir si petits. De Madame la Duchesse, on imagine ce qu'elle peut penser des hommes. Mariée par ordre du roi à 12 ans, elle adresse à son mari, sur l'air des folies d'Espagne, les doux soupirs qui partaient de mes fesses. Et ce n'est pas son pire couplet. Quant à Madame Desoulières, selon l'abbé Baillet, la bienséance devait la porter à mettre des bornes plus étroites à certaines libertés qu'elle a prises et qui ne s'accordent point parfaitement avec la pudeur de son sexe. Il vise une chanson sur l'abbé d'Estu qui avait tenté de la séduire en lui dévoilant ses attributs en digne état de marche. Réponse de la chanson, sans s'émouvoir, la follette tira sa mule et la fit servir d'étain noir. Cette chanson ne fut publiée qu'après sa mort, mais circulait de bouche à oreille. Elle est très plaisante et un peu trop gaillarde pour une dame, estime l'abbé Bouillet, mais celle-ci n'était pas trop scrupuleuse. L'attribution, aujourd'hui, en est contestée. Ce qui est frappant, c'est que cela n'a pas empêché ces chansonnières d'être connues, parfois internationalement, et d'obtenir des honneurs à l'Académie française, aux Jeux Floraux de Toulouse, au Ricovrat de Padoue, une des rares académies à l'époque qui ait accepté les femmes. La réputation n'entache pas trop les honneurs. Cela sera impossible un siècle plus tard. Au XVIIe siècle, pourrions-nous résumer, les académiciennes publient des chansons bachiques. Au XVIIIe siècle, celles-ci sont réservées aux filles de choix
comme la célèbre Fanchon la Goualeuse, qui aurait, selon la tradition, écrit la chanson toujours du répertoire étudiant « Elle est ma rire, elle est ma boire ». La transition pourrait se trouver chez Madame Shoah-Rahmani, que j'ai évoqué tout à l'heure. Son manuscrit, dans les années 1760, contient une chanson un peu scabreuse sur une nonnette, blessée au postérieur, et qui quitte son couvent pour le faire cautériser. Je pense qu'un auteur masculin aurait conclu sur la pirouette verbale qui ponctue l'opération. Elle en ressort avec un cul tout neuf, quoique brûlé. Il rira d'applaudir. Mais nous sommes à peine au tiers de la chanson. La suite raconte, l'accueil réservé à Amélie à la convalescente. L'hôtesse présente son château comme une abbaye télèbre, anti-couplet bien lièvre pour la sensibilité moderne. C'est désormais la place réservée à la dame dans la chanson française, celle de la sociabilité. L'opération délicate ne sert plus que de prétexte pour vanter la vie de château. Restreinte à célébrer le quotidien, la chanson féminine s'étiole peu à peu. Son autre talent privilégié, la chanson pieuse, n'offre guère que l'occasion de briller par la verve de la plume. Que s'est-il passé au XVIIIe siècle pour que les femmes soient exclues du domaine de la chanson? D'abord, le triomphe de la chanson d'esprit, je viens d'en parler. On se souvient que l'esprit avait été écarté des airs sérieux à la mode au XVIIe siècle. Ce fut le piège des parolières. Leur production, avec le temps, parut fade. Et la mode, passant aux chansons spirituelles, a favorisé les grands chansonniers de l'époque, les Boufflers, Aignan, Ségur, Vadé, Collet, etc. Les péripéties de la vie quotidienne, qui pimentaient encore les chansons de Madame Shoah, semblent même trop osées pour la production féminine à la fin du siècle. Un curieux exemple nous est donné par la pomme de Pauline Lagarde, qu'elle commence vers 1798. Sa famille en est fière. Son mari prête son recueil à son insu à une voisine. Pourtant, on ne trouve que des bouquets pour les étrennes, les fêtes patronales, que l'on feuillette avec la même curiosité qu'un fil de selfies sur Instagram. L'usage est identique, on fige l'instant dans l'intemporalité de l'insignifiance. On ne peut juger ces vers avec nos critères actuels. Un tel degré d'indigence ne peut être que délibéré. On chercherait en vain une pensée originale ou même un renseignement biographique. Les chansons faites dans sa mère ne changent que le cadeau. Pour ta fête, je t'offre un temple à l'amitié, 1790. Je viens offrir à ta bonté de l'aveu le l'âge sincère, 1795. Et je viens t'offrir en ce jour un tribut de reconnaissance, 1796. Je viens dans les plus doux pneus te présenter l'immortel, 1797. Ça s'arrête en 1847. Moi, je m'arrête là. Ces célébrations ne souffrent aucune anecdote. On témoigne de l'amitié et des vertus stéréotypées du sujet, sentiment conforté par la fréquence d'une structure métrique identique et le retour des mêmes timbres, voire des mêmes chevilles, haut, toit, et puis un prénom. Qu'en dire? Sinon, ce que loue sa voisine, ce recueil, peint si bien son cœur et lui fait tant d'honneur. Le talent féminin se mesure à la sincérité et à l'honnêteté. Le recueil se poursuit sur 58 ans de façon vertigineuse. Vertigineuse aussi, cette traversée du demi-siècle le plus tourmenté de l'histoire de France, 1789-1847, sans la moindre allusion à l'actualité, sans que transparaisse la violence du temps, ni bien sûr de l'opinion, comme s'il fallait maintenir un rêve de félicité béate dans un Paris en plein tourbillon. Ce refus d'esprit dans les productions féminines, qui doivent laisser parler le sentiment, accentue la mièvrerie des chansons. Hérité du XVIIe siècle, il finit par constituer, aux yeux même des critiques féministes modernes, le cachet de la chanson féminine, et je le regrette sincèrement. Ce qu'écrit en 1987, si son bon Meg Boggin à propos des femmes troubadours s'appliquerait aussi bien à Pauline Lagarde. C'est cela qui confère au poème féminin cette nuance immédiate qui les apparente davantage à des journaux intimes qu'à des constructions rigoureusement élaborées. Dans cette édition des femmes de la chanson spirituelle, sans doute peut-on aussi incriminer l'apparition de sociétés chantantes, qui se réunissent d'abord dans des tavernes et préservées explicitement non aux hommes. Le premier caveau, en 1730,
ne pense sans doute pas à interdire ces réunions aux femmes, mais aucune n'est citée parmi les membres, ni parmi les membres du deuxième caveau. Seule une note de bas de page du caveau moderne, en 1808, explique qu'on n'admet jamais de femmes équidnées, mais avec une pareuse lettre écrite. Un timide renouveau se manifeste à la fin du XVIIIe siècle. Sans développer ce point, signalons l'apparition de revues accueillant les chansons qui se multiplient dans les années 1780 et donnent aux auteurs amateurs de nouveaux débouchés. Citons aussi la mode de la romance, présentée comme un genre féminin, et citons surtout la Révolution française, qui donne aux deux sexes un élan patriotique qui s'exprime par la chanson. De grandes parolières connaissent alors un succès inédit de tous les salons de 1650. Henriette Bourdieu, Fanny Beauharnais, Ariel Dufresnoy, Victoire Babois, Madame Beaufort-Beaupoul, Constance Piclet, les noms ne manquent pas. Elles ont connu la fin de la royauté à la Restauration un succès considérable. C'est donc sur une ouverture que je conclurai cet aperçu. Les femmes au XVIIe siècle ont fait leur preuve dans tous les genres pratiqués par les hommes, mais leurs chansons sont rares parce que le tabou social et la crainte de perdre leur réputation étaient trop présents. Elles ont alors exercé leur talent dans des chansons de sociabilité ou de piété qui sont sorties de mode au XVIIIe siècle, les condamnant petit à petit au silence. Mais celles qui se sont lancées dans la chanson spirituelle, il y en a quelques-unes, nous ont laissé de petits chefs-d'œuvre qui n'ont rien à envier aux productions masculines de leur temps. Je n'en prendrai pour exemple que Le vers à soie de Madame du Défend. Ces deux couplets ont été retrouvés par hasard dans les papiers de Mademoiselle de l'Espinasse. Vous avez noté que j'ai tenu une demi-heure sans chanter. Vous m'excuserez de conclure donc en musique sur Le vers à soie. Le vers à soie est à mes yeux l'être dont le sort vaut le mieux. Il travaille dans sa jeunesse, il dort dans sa maturité. Il meurt enfin dans sa vieillesse, au comble de la volupté. Notre sort est bien différent, il va toujours en enquérant quelques plaisirs dans la jeunesse, des soins dans la maturité, tous les malheurs dans la vieillesse, puis la peur de l'éternité. Je vous remercie.